Question d'assaut. Le podcast par et pour les assos. Et voilà, nous venons d'achever la saison 2 de Question d'assaut. Il y a quelques semaines, on a publié le dernier épisode sur l'accompagnement associatif avec Jeanne Bretéché et Elise Depecker. Et on se disait qu'après 18 épisodes produits sur 2 saisons, une trentaine d'associations et d'experts interviewés, et bien plus encore qu'on a rencontré d'ailleurs, et c'était le moment de faire le point sur ce projet de podcast. Donc aujourd'hui, c'est pas un épisode classique, mais c'est l'idée de partager avec vous ce dont on ne vous parle pas forcément, c'est-à-dire des retours qu'on reçoit de vos parts, de ce qu'on pense des épisodes, de notre modèle économique, et puis aussi, et peut-être d'ailleurs surtout, des perspectives futures du podcast, que ce soit la saison 3 ou pour l'après. Et oui, parce qu'on pense déjà à après la saison 3. Et donc, c'est un épisode un peu particulier aujourd'hui, avec une question un peu particulière, qui est donc où on en est avec Question d'assaut, qu'on vous propose d'aborder en hors-série dans Question d'assaut, le podcast par et pour les assos, en partenariat avec la Maïf, parce que oui, on est toujours en partenariat avec la Maïf. Cet épisode de Question d'assaut est réalisé, comme toujours, par Guillaume Desjardins de Synchrone TV sur une musique de Sounds of Nowhere. Vous pouvez vous abonner, on va en reparler, à Question d'assaut sur votre podcast, sur votre plateforme de podcast préférée, sur Apple Music, sur Spotify, sur Deezer, sur SoundCloud. Pour celles et ceux qui nous suivent sur Google Podcast, on vous le rappelle, mais vous le savez peut-être, la plateforme va rejoindre le cimetière de Google et donc on vous invite à venir nous écouter sur une autre plateforme. Et pourquoi pas Peertube, la plateforme libre que vous trouverez dans les liens sur notre site web. Et puis vous pouvez également nous écouter directement justement sur notre site web www.question-asso.com où vous retrouverez une version textuelle de cet épisode. Celle-là, je ne le garantis pas quand même qu'on va le transcrire. On verra si on transcrit cet épisode-là. Et donc aujourd'hui, je suis avec Yael. Salut Yael. Hello Carl. Mais pas que, parce qu'on a aussi invité un auditeur devenu interviewé avec qui on a fait l'épisode qui a le mieux marché sur ce podcast, celui consacré à l'autogestion. Et donc c'est Ludo. Salut Ludo. Salut. Et si on t'invite aujourd'hui sur cet épisode un peu spécial, c'est parce qu'avec cette 3e saison à venir, Yael et moi, on avait envie d'ouvrir le champ des animateurs du podcast. Et donc, on t'a proposé de nous rejoindre parce que tu connais très bien le secteur associatif. Alors voilà, on vous l'annonce à vous qui nous écoutez. Dès le prochain épisode, c'est pas ma voix que vous entendrez mener l'interview avec celle de Yael, mais c'est celle de Ludo. Et donc, on est super heureux de voir cette évolution, mais on va en reparler dans la suite de ce petit épisode. Donc, on vous en dit plus dans quelques minutes, parce qu'avant de parler du futur, on avait envie de revenir sur les 2 saisons passées et en commençant par l'origine du podcast. Et peut-être que Yael, est-ce que tu pourrais nous expliquer d'où est né le podcast, pourquoi on l'a créé, en fait, c'était quoi le projet à la base ? Alors l'origine du podcast, ça remonte, mine de rien, parce que comme vous le savez, je pense qu'on a dû en parler dans les différents épisodes, mais du coup, Carl et moi, on a fondé 2 assos, alors pas ensemble, mais en parallèle en 2017, à peu près en même temps. Et il se trouve qu'on suivait un peu nos aventures associatives en allant dans les AG des uns et des autres, parce qu'on aime bien ça, avec Carl, aller dans les AG des autres pour voir comment ça se passe et comment, tout simplement, en fait, se gèrent les associations. Et au départ, on se faisait aussi le constat qui n'était pas directement lié au fait associatif, mais plutôt parce que du coup, nos assos parlent plutôt du numérique responsable, de la technocritique. Et ce qu'on remarquait, c'est qu'il y avait beaucoup d'associations qui parlaient du même sujet, mais qu'on se connaissait pas. C'est-à-dire, on se connaissait de nom, mais on ne savait pas forcément ce que faisaient les unes et les autres. Il y avait même peut-être une forme de concurrence parfois dans les publications qu'on pouvait se faire, parce que déjà, communiquer sur sa propre activité, c'était pas simple. Alors, en plus, communiquer sur celle des autres, il y avait quelque chose de compliqué. On disait que ça pouvait être sympa de juste se rencontrer. Et on avait lancé comme ça une petite... C'était quoi ? Un café, une discussion, un apéro, c'est ça. Un apéro associatif, on va dire, avec une dizaine de structures quand même. Au départ, c'était juste pour se présenter, savoir ce que chacun faisait, échanger sur ses pratiques, ses difficultés et en fait se connaître. Enfin, il n'y avait vraiment pas d'autres prétentions et du coup boire des coups accessoirement à côté. On avait fait ça au lieu-dit à Paris, c'était assez sympa. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que très rapidement, au lieu de parler de numérique qui était
notre sujet initial et surtout le sujet qui, a priori, nous rassemblait tous dans ces soirées, on a très vite parlé des problématiques associatives. Donc la question, c'était, mais comment tu fais, toi, quand tu as des nouveaux membres qui arrivent? Et puis, votre CA, ça se passe comment? Et en fait, vos financements, vous vous débrouillez comment? Et du coup, même, il y en a qui nous ont dit, mais ça serait bien d'organiser des groupes de travail. Et alors là, on s'est dit, non, mais là, on rentre dans une machine énorme, surtout que l'objectif, c'était pas du tout de créer un grand collectif. Enfin, voilà, il y avait quelque chose qui allait pas dans le format proposé et aussi dans l'énergie à mettre dedans. Et donc, petit à petit, on a laissé mûrir l'idée. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Il y a le Covid qui est passé par là, accessoirement aussi. Et un jour, du coup, Karl, tu reviens me voir et tu me dis, viens, j'ai une super idée. On va poursuivre ce projet, mais sous forme de podcast. Comme ça, ça va permettre, nous, d'interroger des différentes associations pour prendre le temps d'avoir un témoignage en fait et de partir vraiment du récit et du cheminement d'une association, mais que ça puisse servir pas que à nous, mais que ça puisse être partagé comme ça avec les responsables associatifs, les membres, les personnes que ça puisse intéresser et de créer je sais pas, en tout cas de partager une forme de savoir et de culture associative un peu de manière organique. C'était ça le projet initial. Et peut-être pour le préciser, c'était aussi au moment où, alors moi, dans mon asso, on était en train de passer dans une logique de changement de statut et donc on réfléchissait à comment est-ce qu'on allait réécrire nos statuts et donc on avait envie de rencontrer des assos sur ces sujets-là et donc ça a justifié un petit peu ce projet. Et puis c'était aussi un moment où Mouton, toi et Irénée, vous étiez en train de vous questionner sur qu'est-ce que ça allait être la suite. Donc le Mouton numérique, l'association de Yael, dont Yael était présidente ou vice, je sais plus, c'était quoi vos statuts? Alors, j'étais présidente au début. Après, le deuxième mandat, c'est des mandats de 3 ans. J'étais vice-trésorière, volontairement dans une logique de passation. Et effectivement, comme tu le dis, de se poser la question de comment on passe la main, alors que ça faisait quand même plus de 3 ans qu'on était un peu que 2 à la tête de l'asso. Et donc voilà, comme tu le dis, Karl, c'était aussi une réflexion de se dire comment est-ce que petit à petit on fait vivre l'asso sans nous, ou en tout cas on permet une participation horizontale malgré les statuts symboliques des personnes qui l'ont fondé. C'était un peu ça la réflexion qu'on avait à l'époque et qu'on a toujours d'ailleurs. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer après comment est-ce qu'on a monté le projet, enfin plutôt qui on est allé chercher pour faire le projet? Alors, on va peut-être pas aller faire la liste de toutes les personnes à qui on a tapé et où on n'a pas eu de réponse. Non, mais ce qui était quand même étonnant au début, c'est que paradoxalement, en fait, on a tout de suite voulu avoir des financeurs et des soutiens du coup financiers dans le projet, notamment pour financer toute la partie réalisation, parce que Karl et moi, on n'y connaissait rien, et d'ailleurs, on y connaît peut-être un chouïa plus, mais pas beaucoup plus. Et du coup, voilà, on avait tout de suite la volonté de faire quelque chose d'un peu professionnel et d'être accompagné sur toute la partie enregistrement, réalisation et avoir du conseil aussi là-dessus. Et donc, ça a été évident dès le début de se rapprocher de Synchrone TV et notamment de Guillaume, donc, qui réalise, et de Réa au début, qui était là aussi, qui réalise tous nos épisodes. Et avec qui, je crois, Karl, tu travaillais toi déjà par ailleurs avec l'association Les Designers Éthiques, donc on les connaissait bien. Ouais, en fait, c'était effectivement Guillaume Desjardins. Il était déjà le réalisateur des lives qu'on faisait pour notre événement Ethics by Design. Et comme la qualité de ce que Guillaume produit est vraiment top, et c'était un super prétexte pour continuer à bosser avec lui et puis pour faire un projet qui était effectivement très quali d'un point de vue audio, ce qui était quand même la base. Parce que autant si l'image est pas ouf, c'est pas très grave quand on écoute des contenus en ligne, si vous allez sur YouTube par exemple, mais effectivement si le son est pas terrible, ça c'est vraiment plus ennuyeux parce que ça donne pas du tout envie d'écouter 1 heure d'audio, quoi. Ça, surtout quand ça dure 1 heure, 1 heure et demie, accessoirement. Et donc voilà, donc ça, on avait tout de suite à cœur d'avoir au moins des financements pour pouvoir financer cette partie-là et si possible pouvoir aussi prendre en charge tout simplement les défraiements des intervenants et des intervenantes. Peut-être nos propres défraiements, puisque Karl, tu as déménagé à un moment dans le projet. Et accessoirement, pouvoir aussi peut-être nous indemniser un petit peu le temps qu'on passait là-dessus.
Peut-être qu'on y reviendra. Et donc, on a tapé à beaucoup de portes au début, quand même. Et ce qui était assez marrant, c'est qu'au début, tout le monde était... Enfin, plutôt, je pense tout le monde nous a répondu. C'est-à-dire, on a eu des rendez-vous avec à peu près tous les partenaires qu'on a essayé de contacter. Ils étaient super enthousiastes. Et après, quand on leur présentait le projet, il y avait une forme de déception petit à petit qui s'installait. Ils disaient « Ah bon, mais nous, on pensait que vous vouliez faire un truc sur numérique et association. Vous voulez pas plutôt faire tout un podcast sur comment est-ce qu'on accompagne la transformation numérique des assos ?» Et vraiment, c'était, je pense qu'on a eu bien 3-4 rendez-vous qui tournaient autour de ça. Et donc, nous, avec Karl, on était, oui, alors, OK, nos assos, on parle de numérique et on parle de ces sujets, mais là, ce qui nous intéresse, c'est pas ça. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la vie des assos. Et on a eu du mal, en fait, au début, à trouver des partenaires qui soient vraiment sensibles à cette thématique et qui nous suivent là-dessus. Ouais. À part, bien sûr, la Maïf, qu'on a mis du temps. Je pense qu'on a tourné beaucoup autour parce que la Maïf, c'est énorme. Donc, il fallait trouver les bons interlocuteurs aussi à l'intérieur. Mais pour le coup, dès le début et dès qu'on a rencontré la Maïf et du coup le volet association, donc c'était Rémi, c'était Grégory, c'est maintenant Hélène aussi. Je pense qu'on peut dire qu'on a eu un chouette soutien par rapport au podcast. C'est même plus qu'un chouette soutien, parce que c'est un soutien presque inconditionnel depuis C'est 3 clair. ans, C'est clair. sans qu'il nous pose vraiment de questions, de contraintes, d'impératifs de partenariat. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est vraiment rêver une très grande liberté et un intérêt de leur part qui est constant. Ils écoutent tous les épisodes, on en discute avec eux après. Donc, c'est vraiment super chouette. On sait que les équipes de la Maïf aussi les écoutent. Donc, c'est notre premier public. Exactement. Et donc, c'est vraiment super de les avoir au quotidien dans le soutien du projet, quoi. Merci si vous nous écoutez pour celui-là encore. Et après, on est aussi allé chercher, du coup, des experts, plutôt. Oui. Qu'on avait d'ailleurs quand même un peu dans la boucle dès le début, parce qu'en fait, on avait tout de suite une idée qui était de se dire, alors, avoir un témoignage d'association, c'est bien, mais avec un expert ou une experte, c'est quand même mieux. Alors, pourquoi ? Parce qu'en plus, on peut dire que ça peut être contradictoire. Je me souviens que c'était notamment sur un sujet qui était très précis et qui, au début, revenait dans toutes les discussions qu'on avait avec quasiment toutes les assos, qui était le taux de lucrativité que peut avoir une association. Ce fameux taux qui, alors si je me souviens bien des textes, c'est il faut que la part ne soit pas prépondérante dans le budget. Et donc toute cette question de ça veut dire quoi prépondérant ? Et là, c'est vrai que toutes les assos avaient un peu son interprétation du sujet, avec celle qui allait du il en faut pas du tout à oh non mais c'est bon, prépondérant ça veut dire plus de 50%. Et donc, on s'est dit, en fait, c'est pas mal d'avoir des experts, expertes qui, à un moment, juste rappellent un peu la loi, les règles, et que comme ça, on sache un peu dans quel cours on joue. Et c'est là ça aussi qui est chouette avec le fait associatif, et ça, je pense que vous le sentez aussi au fur et à mesure des épisodes, c'est que c'est très souple. Et donc, c'est bien de savoir un peu où sont quand même les petites limites, même si le champ est vaste. Et donc, typiquement, pour cette question du taux de lucrativité, c'était quand même bien utile d'avoir Finacop. Et Finacop, c'est notre premier, avec Mathieu, notre premier expert, et qui d'ailleurs est intervenu plusieurs fois. C'est le plus récurrent, oui, c'est le plus récurrent, ou en tout cas, en plus, il nous donne des contacts aussi avec des juristes, des experts comptables. Donc, Finacop, c'est un cabinet d'experts comptables qui est spécialisé dans alors plutôt l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire. Et voilà, donc typiquement pour le taux de lucrativité, qui nous a dit, ah non, la règle, enfin la norme veut plutôt que ce soit pas plus de 30%. Donc c'était des choses comme ça, mais effectivement on a vu au fur et à mesure des épisodes que c'était quand même bien utile à chaque fois d'avoir cette parole-là qui permettait aussi de réinterroger nos pratiques. Et du coup, tu disais que là vous aviez dès vos premières discussions avec les partenaires envisagé, parler de 1 heure, 1 heure et demie de format. Ça, c'est un choix délibéré, c'est-à-dire quelque chose qui est venu dès le début dans votre réflexion de on va prendre ce temps-là pour le podcast. Oui, ouais, dès le début, on l'avait pensé comme ça. Et on l'a pensé comme ça parce que en fait, il existait déjà d'autres podcasts
sur le fait associatif, mais qui étaient souvent des podcasts d'expertise, justement, des petites capsules d'experts qui traitaient en 5 ou 10 minutes d'un sujet ou qui étaient en 5 ou 10 minutes la présentation d'une asso. Et en fait, ce qu'on voit bien avec nos épisodes, c'est que nous, on met du temps à rentrer dans les sujets. En fait, au bout d'une demi-heure de podcast, généralement, tu n'as toujours pas une seule réponse à la question initiale du podcast. Donc, si on avait fait des podcasts de 10 minutes, on n'aurait pas dit grand-chose et on trouvait ça vraiment pertinent en fait, de laisser les interviewés s'exprimer. On les coupe pas d'ailleurs, c'est quelque chose qui normalement s'entend assez bien dans le podcast, c'est qu'on laisse quelqu'un parler pendant 5 minutes. Ce qui fait que, effectivement, au départ, on était plutôt parti sur 1 heure. Ça a vite dérapé en 1h10, 1h15 et maintenant, on en est plutôt rendu à 1h30, ouais. Ouais, et peut-être pour compléter aussi, en fait, mine de rien, cette première demi-heure, au début, on s'est souvent demandé si fallait qu'on la garde, fallait qu'on rentre plus vite dans les épisodes. Mais force est de constater qu'on n'y arrive pas. Et parce qu'en fait, ça sert, enfin, comment dire, c'est-à-dire que c'est aussi un parti pris de se dire que pour comprendre la problématique que rencontre une asso et comprendre la réponse qu'elle y a apportée, son cheminement, en fait, il faut comprendre le contexte de l'association. Et souvent, ça draine plein d'autres sujets. C'est-à-dire que même quelque chose qui peut être éloigné des problématiques de financement, je repense à un épisode que nous allons avoir dans la prochaine saison et qu'on a commencé déjà à enregistrer, qui parle aussi d'autogestion, puisque c'est un cycle, du coup j'anticipe sur la suite, mais voilà, un fil qu'on va tirer pour les prochains mois. Où la question au départ peut paraître n'avoir rien à faire avec des questions de financement, puisque c'est juste comment est-ce que s'organise ou comment est-ce qu'on peut organiser l'autogestion quand il y a des salariés dans une association. Et pourtant, là, le modèle économique de l'association qui est venu nous parler, c'est un modèle économique où justement elles n'ont pas besoin de faire d'appel à projet, et en fait elles ont un revenu, elles ont une subvention qui tombe tous les ans depuis 30 ans, voire plus de 30 ans même. Donc, il y a quelque chose d'assuré dans leur fonctionnement qui fait que ça crée ça enlève du stress et que ça permet aussi de penser à un autre mode de fonctionnement qui est plus difficile quand, en fait, si vous voulez assurer vos salariés, il faut absolument renouveler des appels à projets qui, en plus, ne sont pas renouvelables pour X raisons, vous demandent plein de contreparties. Enfin, voilà, ça donne un contexte qui est important pour comprendre comment est-ce que les associations ont pu développer telle ou telle pratique. Alors, je pense qu'on a plutôt bien fait le tour de pourquoi est-ce qu'on a créé le podcast. On avait aussi l'intention de vous parler peut-être peut-être avant d'aborder les sujets un peu plus techniques du podcast, et notamment on voulait un peu vous parler de notre modèle économique, mais justement des sujets qu'on a traités. Là, tu commences à en parler, Yael. Il y a notamment la question de l'autogestion qui est arrivée justement avec Ludo et qu'on va continuer à traiter. Toi, est-ce que Yael, il y a des thématiques, il y a des sujets qui t'ont particulièrement marqué pendant les 2 années ? On a essayé, je ne sais pas si c'est assez vu, mais j'espère quand même de faire un petit travail d'éditorialisation avec Karl dans les sujets qu'on traitait et aussi dans les associations qu'on allait chercher, ce qui est peut-être là où on pêche encore aujourd'hui, j'allais dire, pour avoir une bonne diversité d'associations qu'on reçoit, même si on cible plutôt les petites. Je pense que vous l'avez aussi entendu dans les différents épisodes. Donc quand je dis qu'on faisait un travail éditorial, c'est notamment justement pour essayer dans chaque saison d'avoir des thématiques et des problématiques qui sont diversifiées. Donc bien évidemment, on a beaucoup traité les questions de financement. Je crois qu'on a commencé par les subventions, ensuite on a parlé du mécénat, des fondations, on a parlé bien sûr des prestations. Enfin, je dis pas qu'on a fait le tour parce qu'on fait jamais le tour des questions de financement et de aucun sujet en général, mais en tout cas voilà, ça c'est des sujets qui étaient importants, et d'ailleurs je pense même que c'est parmi les premiers qu'on a traités. Les problématiques du coup d'organisation, de gouvernance, ça c'est aussi des choses qu'on a traitées, et d'ailleurs l'autogestion rentre dans cette catégorie-là. Il y en a une aussi qu'on a amenée et qui nous semblait importante, et d'ailleurs vu les retours qu'on a eus, ça l'a prouvé, qui était sur les questions de souffrance au travail.
D'ailleurs, ce qui était intéressant sur cet épisode, c'est que, sur ces épisodes, puisqu'on en a fait au moins 2, je crois, sur le sujet, c'est qu'au départ, on voulait faire la souffrance au travail, mais côté bénévole. Donc, avec toute cette problématique qui est, est-ce que le bénévolat est un travail ? En tout cas, il n'y a pas de contrat de travail. Donc, et en fait, on a trouvé peu d'éléments sur la question au départ. Et c'est pour ça qu'on s'est d'abord concentré sur la souffrance au travail chez les salariés, parce que là, pour le coup, c'est bien documenté. Et puis, en plus, c'est légal, donc donc forcément, forcément le sujet est un petit peu différent. Et ça, c'est des sujets qu'on a d'ailleurs commencé un peu à défricher, mais que j'espère peut-être que dans la saison 3, on aura l'espace pour le faire, ou en tout cas dans les suivantes, mais parler aussi du burn-out militant, du burn-out peut-être des responsables associatifs qui ne sont pas salariés, voilà, qui sont aussi des sujets qui aujourd'hui ont peut-être moins de ressources, mais qui sont aussi importantes. Sinon, comme autre type de sujet, on a parlé des assurances à un moment, ce qui était un épisode assez inattendu, je pense, pour nous, mais qui était assez intéressant avec les dégommeuses, l'association Les Dégommeuses. De quoi on a parlé d'autres ? On a parlé aussi des coups d'état associatifs avec Radio Albiges, qui était un super épisode. Super. La thématique était assez dure, mais en fait, ce que ça montrait de la façon dont on s'implique dans une asso, la façon dont on peut avoir une vision extrêmement différente d'une même association. Plusieurs personnes ont une vision extrêmement différente d'une même association, c'était vraiment super. Moi, je retiens aussi... Ouais, vas-y. Et j'allais dire, et cet épisode, c'était aussi intéressant de voir comment des statuts écrits à la va-vite avec des mauvais copier-coller pouvaient complètement bloquer tout le dénouement de l'affaire. Et puis, il y avait aussi l'épisode qu'on a fait avec Framasoft sur l'évaluation de l'action associative, qui était vraiment hyper intéressant, parce que du coup, Framasoft refuse d'être dans une posture d'évaluation chiffrée de sa performance associative, pour le dire comme ça, et propose beaucoup plus de regarder comment les valeurs de l'association vont se diffuser auprès d'autres associations, ce qu'ils appellent la compostabilité de l'association. Et donc ça, c'était aussi vraiment hyper intéressant. Ouais, et puis on a parlé aussi... Oui, vas-y, pardon. J'allais dire, et on a fini par parler de numérique quand même à un moment. Un moment, quand même. Enfin voilà, je pense qu'on a commencé à parler de pas mal de thèmes en 2 saisons et 18 épisodes. Et en fait, on a aussi réussi à structurer, tu le disais un petit peu, plusieurs grandes thématiques, entre d'un côté, ce qui relevait vraiment de la gestion des associations, les épisodes sur les modes de financement, sur l'engagement des bénévoles. On a fait un épisode d'ailleurs sur l'engagement des bénévoles avec Make Sense. Ensuite, on parle aussi de plus en plus du fait associatif. Justement, les coups d'état associatifs, par exemple, ça rentrait un petit peu là-dedans. On a fait un épisode hyper important avec Alternative à Poitiers sur justement les problématiques qui sont liées aux libertés associatives, aux contrats d'engagement républicains, qui sont des thématiques qui sont d'autant plus d'actualité en ce moment. Et puis, de plus en plus, on fait aussi des épisodes sur jusqu'où peut aller le modèle associatif, en fait. Et c'est notamment dans ce cadre-là que Ludo était intervenu dans le podcast sur la question de l'autogestion. Mais on a aussi rencontré l'Échappée Belle avec la question de l'entrepreneuriat associatif, jusqu'où est-ce qu'il peut aller, puisque l'Échappée Belle, c'est en fait une entreprise classique sur un modèle associatif, alors que ça pose quoi comme problème ? Cette forme, cette protéiforme qui est le modèle associatif, jusqu'où on peut le pousser, ça c'est un sujet qu'on traite de plus en plus dans le podcast. Et ce qui est intéressant, et je pense qu'on le sent quand on entend les épisodes, c'est que mine de rien, nous aussi, ça nous a fait bouger d'enregistrer tous ces épisodes. Je me souviens au début, avec Karl, on était quand même alors c'est quoi les règles C'est quoi les règles et comment on fait pas mal ? Enfin, moi, je sais que c'était un peu ma hantise, et du coup, on a un petit côté rigide, je pense, qui se sent un peu à l'écoute de certains épisodes et des questions qu'on peut poser. Et c'est vrai, alors je sais pas si c'est celui de Ludo qui a fait un switch, mais ça y a contribué, ça c'est sûr. On va dire pour se détendre un peu sur mais en fait c'est vraiment souple le modèle associatif, même si on avait je sais que peut-être un des premiers épisodes qui nous a un peu emmené dans ce sens, mais la forme était vraiment complexe, donc je pense qu'on l'a peut-être pas complètement digéré. C'était celui avec l'association lyonnaise La Mine. Ah oui, tout à fait, ouais. La Mine, qui avait commencé un peu à nous amener là-dedans, mais c'est vrai que eux, c'est un modèle où il y a
une coopérative, une association. En fait, ils font de la coordination territoriale, même si je pense qu'ils ne le diraient pas comme ça. Ils font de l'incubation, ce qui, effectivement, ne le disent pas comme ça. Et du coup, ça fait un modèle qui est très complexe. Donc, je pense qu'il nous amenait un peu là-dessus. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai eu du temps à le digérer, je pense. Ouais. Et en fait, je pense que justement, cette évolution du podcast vers des sujets qui sont plus liés à qu'est-ce qu'on peut faire du modèle associatif, ça correspond visiblement à ce que vous attendez, vous, les auditeuristes du podcast, parce que vous êtes toujours plus nombreux, et ça, c'est aussi chouette. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait déjà partagé dans les épisodes du podcast. On estime aujourd'hui que vous êtes... Alors, on estime parce qu'on traque rien du tout, et surtout, on est très mauvais pour traquer les audiences du podcast. Comme on n'utilise pas d'outils synchronisés, on n'a pas de data qui nous remonterait des différentes plateformes que vous pouvez utiliser. Et en fait, chaque plateforme a des métriques qui sont complètement différentes entre celles qui parlent en minutes écoutées, en auditeurs assidus, en auditeurs abonnés. Bref, c'est un bordel pas possible à comprendre. Mais on estime que vous êtes à peu près 500 à écouter chaque épisode maintenant, ce qui est quand même super pour nous parce que, en fait, c'est quand même un sujet... Alors, pas de niche, parce que, voilà, le monde associatif, c'est 1,5 million d'assos, 10% des salariés en France. Mais quand même, la gestion associative... C'est quand même de niche. Ça intéresse pas tout le monde, quoi. Mais visiblement, ça intéresse suffisamment de gens pour faire à peu près 500 écoutes par épisode. Et puis surtout, c'est en assez forte progression puisque ça double globalement chaque année. Si tout se passe bien, on peut imaginer qu'on sera 1000 auditeurs par épisode d'ici 1 ou 2 ans. Et ça, c'est quand même trop chouette. Et je pense que ça valide aussi un peu déjà cette question du temps long que tu posais à Ludo. Le fait de faire des épisodes d'une heure et demie, en fait, effectivement, au départ, c'était un questionnement, même qu'effectivement, les personnes qu'on est allé voir pour monter le podcast étaient assez dubitatifs parfois sur la longueur, mais en fait, ça a l'air de fonctionner, et ça fonctionne plutôt bien, quoi. Et on a des retours aussi assez chouettes du coup d'auditeurs et d'auditrices, soit qui nous font des retours, et je pense notamment sur la souffrance au travail. Là, on a eu quand même quelques mails aussi, témoignages de cas de souffrance, ou parfois vous nous demandez des conseils aussi. Alors on peut pas répondre, on peut pas répondre tout le temps à tout. La boîte mail de questions d'asso, ce n'est pas pour envoyer des questions systématiquement, parce que des fois on reçoit des mails un peu bizarres avec des gens qui nous posent vraiment une question mais sans aucun contexte. Donc on répond, mais du toujours... type bonjour, je dois acheter un local. C'est quoi les règles? Quel statut juridique? Je sais pas. Mais bon, on essaye, quand on peut, on essaye quand même de vous rediriger soit vers des ressources, soit vers des experts, des expertes qui s'y connaissent un poil mieux que nous. Mais parfois, vous nous partagez aussi les contextes d'écoute des épisodes. Et ça, j'avoue que la personne qui écoute avec ses potes le podcast pour aller faire du surf, je m'y attendais pas. Mais visiblement, c'est un rituel qui fonctionne bien. Et ça fait quand même plaisir. Moi, tiens, je veux bien rebondir sur un petit truc là. Tu dis que, par exemple, notamment sur la souffrance au travail, etc., que ça a bondi. Enfin, je trouve que moi, un des trucs que je trouve dans ce podcast, je suis auditeur à la base, c'est que votre slogan, la part est pour les assos, c'est pas juste un slogan pour le coup. Je trouve que quand vous parlez des sujets, étant vous-même dans des assos, vous parlez vraiment de la place. Enfin, en tout cas, je trouve. Du point de vue des assos et de ce que les différents dispositifs, habitudes, législations, etc., provoquent et nous font vivre. Enfin, voilà, et qu'on vit, quoi. Dès votre premier... Parce que tu disais, Yael, que sur les règles, vous étiez axé, tendu, etc. au début, mais n'empêche, le premier épisode que vous faites, qui donc parle de subventions, donc un peu de règles, ça pourrait être aussi très sec, très technique comme épisode, il est tout de suite quand même mis en perspective de qu'est-ce que font les subventions aux associations, qu'est-ce que ça provoque, etc. Donc, même si on peut creuser encore davantage, mais c'était déjà tout de suite ce truc-là qui, je pense, donne un ton un peu particulier à ce podcast. C'est vrai que on est tous les deux dans des assos, d'ailleurs toi aussi Ludo, et ça joue beaucoup sur la façon dont on appréhende le sujet. En fait, moi très clairement, ce podcast il m'intéresse avant tout parce que je me pose des questions sur comment gérer mon asso. Est-ce que ça produit effectivement ce genre de phénomène? Donc ça c'était essentiel pour nous, je pense, d'avoir cet aspect-là. Et c'est vrai par rapport à ce que tu dis, Ludo, et je sais qu'on a eu d'autres retours comme ça de personnes qui nous disaient ah mais en fait ce que j'aime bien dans ce podcast, c'est le côté recherche. Et ça, je trouve que c'est rigolo parce que, effectivement, donc, ce que tu n'as pas dit, Karl, c'est que
aussi, on a tous les deux un pied dans la recherche, d'une manière d'ailleurs un peu différente l'un et l'autre. Et je pense que ça s'entend, même si on s'en rend pas forcément compte, enfin même si c'est pas forcément conscientisé en tant que tel. Mais ça peut jouer aussi ce que tu disais, parce qu'on essaye de faire les petits éditos au début, même si parfois ils sont un peu rapides. Peut-être, mais ou sur la problématisation aussi. Et je pense que c'est ce que j'essayais de dire au début sur l'importance du contexte aussi, à la fois contexte de l'asso, mais effectivement, parfois qu'il y a des enjeux qui sont plus structurels et qui permettent d'expliquer tout simplement les situations et les difficultés que rencontrent les assos. Parfois, c'est pas que à la main des responsables associatifs. Et ça, c'est peut-être bien de le rappeler. Et je pense qu'on essaye de le rappeler quand même. Est-ce que ce serait pas le moment de parler de la saison à venir ? Très bien. Allons-y. Alors du coup, pour la prochaine saison, vous allez l'entendre très prochainement puisqu'on a déjà enregistré le premier épisode. Le deuxième est enregistré la semaine prochaine, alors de notre point de vue, de là où on enregistre. Donc ça va aller très très vite maintenant. Le prochain épisode, ce sera pas moi Carl, qui sera au micro avec Yael, mais ce sera Ludo, puisque du coup, Ludo, tu arrives comme co-animateur du podcast. Est-ce que tu as envie de dire un mot sur ça ? Quel sentiment ça fait émerger chez toi ? Quel sentiment ça fait émerger ? Ouais, c'est assez récent en fait. Ça fait un moment, ceci dit, que vous m'aviez proposé dès la fin de... Enfin, alors pas de devenir co-animateur avec vous, mais en tout cas de me rapprocher de l'équipe et éventuellement de réfléchir un peu au sujet ou quelque chose comme ça. Dès la fin du moment où moi j'interviens en tant qu'interviewé dans un épisode. Et puis ça a flotté pendant quelques temps. On a entretenu un contact, etc. Puis à un moment donné, moi je propose un autre épisode, un sujet justement. Tiens, tenez, un truc tel asso qui peut être sympa avec un sujet peut-être là-dessus. Et en fin de compte, la discussion a pris un tournant de est-ce que tu nous rejoindrais pas ? Est-ce que auquel je m'attendais pas. Et puis ensuite, ça s'est fait très très vite. Je m'attendais pas non plus. On discute 1 heure en gros et c'est bon, c'est ok. Allez, t'es avec nous. Ah ouais. Un peu intimidant. Ouais, c'est assez exceptionnel. Franchement, la place que m'avait fait là immédiatement et la confiance, j'espère que je vais en être à la hauteur. Mais en tout cas, elle est assez exceptionnelle, quoi. C'est assez chouette. Je rigole parce que je me dis, c'est vrai qu'avec Carl, généralement, quand on commence un truc, on fonce, même si pourtant on n'est pas très régulier sur les choses. Alors je sais pas comment faut analyser ça. Peut-être qu'il faut juste pas l'analyser, mais en tout cas on est très très content de t'avoir dans l'équipe. Et effectivement, ça arrivait aussi à un moment où je pense avec Carl, on avait besoin de plus être que tous les deux, enfin pas dans le sens où ça se passe mal ensemble, parce que je pense que ça se passe plutôt bien. Enfin tu diras Carl ton sentiment, mais en tout cas comme vous le voyez, c'est vrai que parfois on a des on a des moments de creux aussi dans les enregistrements. Alors c'est parce qu'aussi c'est pas toujours facile de caler des dates avec tout le monde. Comme je le disais, la recherche des associations et mine de rien contacter des assos qu'on ne connaît pas pour les faire intervenir, c'est pas si simple. Surtout qu'on peut pas deviner les problématiques qu'ont les assos avant de les connaître. Enfin, ça demande toute une petite organisation qui prend du temps. Mais aussi parce que, mine de rien, nos agendas s'accordent pas toujours très bien, déjà juste entre nous, et qu'on pensait que c'était bien de mettre aussi un peu de souffle dans le podcast, à la fois du coup, peut-être pour assurer une régularité, mais aussi pour assurer de nouveaux sujets. Et en fait, ça fait un petit moment, mais peut-être que je vais t'en laisser en dire un mot, Carl, mais qu'on se disait, tiens, si... j'allais dire, on n'est pas que tous les deux aussi dans le choix éditorial, mais qu'on arrive un peu à avoir une sorte, alors c'est pas une autonomie de personnes qui puissent se saisir en fait de l'objet qu'on a créé pour produire de la connaissance sur le fait associatif et qu'il y ait quelque chose d'un peu organique qui se mette en place. Alors bien sûr, quand on dit organique, généralement, il n'y a rien qui se fait tout seul, donc ça demande encore plus d'organisation qu'autre chose. C'est un peu le « it's a trap ». Mais il y avait un peu ça dans l'idée.
Bah ouais, en fait, c'est vrai que quand on a fait ces 18 épisodes, en fait, on a rencontré plein de gens. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens qui se posaient un peu les mêmes questions que nous et que surtout, il y en avait plein, dont toi, Ludo, qui avait plein de réponses intéressantes à apporter, des sujets à soulever, des thématiques qu'ils voulaient traiter. Et en fait, bah, ça nous, de plus en plus, au fur et à mesure des épisodes, ça nous titillait sur le fait de dire, bah, en fait, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres gens qui pourraient apporter d'autres thématiques que nous, on n'a pas forcément, enfin, qu'on maîtrise pas forcément, dont on n'a pas forcément, comment dire, perçu l'intérêt parce que c'est pas forcément dans notre champ associatif, dans nos assos, dans nos centres d'intérêt. Et donc, ça paraissait pertinent d'élargir le cercle, d'être moins sur nos points de vue, mais d'avoir des points de vue d'autres personnes qui sont impliquées dans le monde associatif. Voilà, d'où l'idée de te proposer, Ludo, de rejoindre l'équipe, quoi. Donc ça veut dire qu'il y aura peut-être d'autres gens après Ludo. En plus, ça va peut-être pas se limiter à 3. On ne sait pas encore aujourd'hui. Hein, on n'est pas en train de vous annoncer quelque chose de manière cachée, mais en tout cas, c'était un peu l'idée de base de se dire, on commence à avoir une communauté, on commence à avoir des gens qui s'intéressent au podcast, qui nous écrivent plus ou moins régulièrement, qu'on voit revenir dans les posts, sur les réseaux sociaux et tout. Comment est-ce qu'on pourrait impliquer ces gens-là qui ont des choses à dire, en fait? Et du coup, on expérimente un peu ça avec toi, Ludo. Non, c'est chouette, c'est chouette. Et après, vous allez parler aussi de tout ce qui est un peu prévu pour le futur, c'est qui va dans cette perspective-là. Et c'est super intéressant. Et moi, je suis assez bluffé du fait qu'effectivement, vous vous dites, bon, on avait fait un truc, et puis maintenant, on ouvre. C'est pas si souvent. Et vous aviez un épisode sur le départ des fondateurs. Même là, si c'est pas un départ, mais en tout cas, une prise de risque. Je pense pas que ce soit un départ. Mais c'est peut-être ça aussi, dans le départ des fondateurs, la conclusion, c'était que c'était jamais des départs. Et alors peut-être justement, quels vont être les épisodes à venir? De quoi on va parler sur cette saison? Je sais pas qui veut traiter le point. Est-ce que Ludo, tu veux te lancer? Ouais, attends, tu me prends légèrement de court. Alors que les auditeurs le sachent, nous n'avons rien préparé avant cet épisode. J'ai écrit 4 questions sur une feuille de papier. Il n'y a que Karl qui a préparé des choses comme d'habitude, en fait. C'est pas vrai, ça. Je peux, vous compléterez. Hein. Évidemment, on a travaillé un peu en amont. On s'est fait une session où on a déblayé genre 25 sujets qu'on aimerait traiter dans la saison, sachant qu'il y a 9 épisodes. Donc en fait, il y a de quoi faire pendant 3 ans. Donc lesquels vont... Alors peut-être qu'on n'a pas trop parlé du processus, de comment ça se faisait, etc. Mais en tout cas, une des difficultés après, c'est de trouver des associations qui collent au sujet. Et puis pas que qui y collent d'ailleurs et qui apportent quelque chose et qui vont peut-être nous emporter sur plus que le sujet. Mais en tout cas, entre nous, tiens, ça serait cool d'eux. Et puis la réalisation, il faut prendre des contacts, chercher, faire de la veille, etc. Donc, on ne sait pas vraiment lesquels sur les 27 sujets ou 25 sujets vont vraiment avoir lieu. Néanmoins, par exemple, un des axes, vous l'avez déjà évoqué, sur lequel il va y avoir un petit focus cette année, c'est la partie autogestion. Voilà. Donc, il y a déjà un premier épisode enregistré, qui sera, je pense, le premier épisode de la saison, du coup. Ouais, tout à fait, ouais. Et il y en a 2 autres qui sont envisagés pour le courant de l'année. Donc, il y aura un tiers de l'année quand même réservé à différents aspects de ce sujet-là. Voilà. Et puis, peut-être vous voulez compléter avec d'autres sujets? Celui qu'on enregistre la semaine prochaine, qui d'ailleurs est un format un peu différent qu'on teste, donc j'espère que le son ne sera pas mauvais. Mais normalement, on s'est équipé et Ludo a récupéré le matos que tu es en train de tester aujourd'hui même. Hein. Donc a priori, on devrait être plutôt bon. Ça va être sur... alors, donc, pardon, j'ai pas dit pourquoi c'était différent que les autres fois. C'est que d'habitude, en fait, on a un studio à Paris, du coup, là où il y a Guillaume et du coup Synchrone TV qui s'occupe de la réalisation. Et donc, on fait venir les intervenants et les intervenantes dans le studio. C'est un peu le format classique. Donc, à un moment, on a fait grosse innovation. Il y a des gens qui sont en visio et nous, on reste dans le studio. Sauf que le son est souvent de moins bonne qualité. Sauf que souvent, le son est de moins bonne qualité pour les personnes qui sont en visio. Après, du coup, on a commencé, je pense que vous l'avez entendu dans la fin de la 2e saison, à dire « Ah, quand même,
on va essayer de se délocaliser un peu, et notamment, donc, Karl, tu es à Nantes maintenant, donc on s'est dit, c'est bien que c'était pas toujours toi qui venais à Paris, et donc je suis venue 2 fois à Nantes, mais je crois que c'est les 2 épisodes où le son était pas top, donc c'est Guillaume s'est un peu arraché les cheveux en disant, c'est bien que vous partiez en vadrouille, mais en fait... Pas n'importe comment. Pas n'importe comment, et du coup, je galère derrière pour essayer de rattraper vos échos et vos voix qu'on n'entend pas. Donc, voilà, on a décidé d'investir un peu plus là cette année, mais aussi pour nous permettre de pouvoir aller enregistrer dans les associations. Donc, ça sera aussi, donc on va voir ce que ça va donner avec Ludo la semaine prochaine, mais de pouvoir aussi voir les associations, peut-être les rencontrer, peut-être faire même une visite d'asso, nous, avant de faire d'enregistrer l'épisode et d'enregistrer in situ dans le... Donc, est-ce que c'est comme un reportage? Je sais pas. Enfin, peut-être que la forme en sera de fait un peu différente. On va voir ça. Puis, des choses aussi à construire. On se laisse des marges d'expérimentation, comme on dit. Mais voilà, c'est un format qu'on tente. Et du coup, la semaine prochaine, on devrait parler des partenariats. Ce qui me fait penser que pour le moment, on n'a pas d'experts. Ouais, parce que c'est un peu ça, toujours la problématique qu'on a dans l'enregistrement des épisodes. Enfin, là, on l'a dit plusieurs fois, tu l'as redit, Ludo, c'est trouver des associations. Ce qui est peut-être aussi un moyen de faire passer un message, c'est que si vous nous écoutez, que vous êtes dans une asso, que vous avez des problématiques associatives qui vous intéressent et sur lesquelles vous essayez de travailler, de théoriser l'approche d'une certaine manière, alors pas forcément théoriser de façon hyper académique, mais en tout cas d'avoir une réflexion associative sur ces sujets-là, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on est souvent en recherche d'assos qui pourraient porter des sujets. Et donc voilà, si justement ces questions d'autogestion, ça vous intéresse, si les questions d'engagement des adhérents, des bénévoles, des salariés, ça vous intéresse, par exemple la question des rites de passage, la question des carrières associatives, les questions évidemment de finances et d'administratifs qu'on traitait dans les premiers épisodes, il y en a toujours certaines qu'on n'a pas traitées et qui nous intéresseraient, la question des fédérations d'associations, la question de la communication des associations, la question des banques. On aimerait bien faire un épisode sur les banques. Yael. On a des trucs à dire sur les banques. Et puis après, tout ce qui va être aussi de la gouvernance en fait, des associations, donc les partenariats qu'il peut y avoir, la gouvernance avec des personnes qu'on n'attend pas dans la gouvernance classique d'associations, que ce soit des parties prenantes, que ce soit des usagers, que ce soit enfin, voilà, de toute forme de gouvernance, des enfants. Je n'osais pas le dire parce que ça donne un peu le nom de l'asso qu'on a envie d'aller chercher derrière, mais s'il y a d'autres formes de gouvernance, on est aussi ouvert à ces questions-là. Bref, si vous avez des sujets que vous auriez envie de traiter avec nous, n'hésitez pas à nous le dire, à nous envoyer un mail. Ça nous fera super plaisir d'échanger avec vous. C'est typiquement comme ça qu'est arrivé Ludo dans le podcast, parce qu'il nous a envoyé un mail en mode « Coucou, moi je gère une épicerie autogérée, est-ce que ça vous intéresse d'en parler ?» Et ça a donné lieu à l'épisode. Tout à fait. Et peut-être pour compléter, effectivement, nous... dans les types d'assos, en fait, quand on dit un peu avoir une réflexion, je pense qu'il y a 2 aspects. C'est juste de se dire que c'est un problème que vous avez traité collectivement et dont vous en avez discuté ensemble et vous avez essayé d'en sortir. Après, ça veut justement y être arrivé ou pas y être arrivé, mais c'est au moins qu'il y ait eu ce cheminement-là pour pouvoir le retracer. Je pense que c'est plutôt de ça dont on parle. Même si, et je repense à l'épisode sur les assurances, que moi j'ai trouvé quand même plutôt très utile. D'ailleurs, j'ai changé mon contrat d'assurance juste après en me rendant compte que... Précisons un point, toutes les assos qu'on a rencontrées dans ce podcast sont toutes à la Maïf. Sauf une. Et c'était pas volontaire. Et donc, sauf celui sur les assurances, qui est en fait un autre type de podcast, mais qui finalement, dans ce cas-là, a assez bien marché, qui était en fait une association qui vient parler d'une problématique où finalement, elle y a pas trop réfléchi, elle n'avait pas la réponse, mais du coup, c'est devenu un cas d'étude pour essayer de voir les enjeux du problème. Mais du coup, ça demande que l'expert a une place du coup plus importante dans ce type de podcast, puisque du coup, il utilise l'association comme une illustration pour expliquer en fait les différents enjeux ou les différentes problématiques que ça pose.
Du coup, ça veut dire qu'on va avoir normalement 9 épisodes dans cette saison à venir, effectivement avec un mode peut-être un peu différent de ce qu'on a pu avoir par le passé, parce que l'objectif c'est aussi de commencer à se déplacer dans dans les lieux, dans les associations, sur des zones géographiques qui sont plus éloignées aussi que les assos parisiennes, même si on n'a jamais eu vraiment une forte concentration d'associations parisiennes malgré le fait qu'on enregistrait au départ à Paris. Donc ça, c'était plutôt cool. Et ça peut-être dit aussi un petit peu ce qu'on a envie de faire à l'avenir. C'est-à-dire au-delà de la saison 3, les questions qu'on se pose, au-delà de ce qu'on disait sur l'intégration de Ludo, c'est-à-dire ouvrir les voies, ouvrir les personnes qui peuvent poser des questions au sein du podcast, c'est aussi comment est-ce que finalement on arriverait peut-être à faire une sorte de petit média sur le fait associatif, parce qu'il y a la question de comment est-ce que ça peut se passer, cette question du fait associatif, par exemple, dans d'autres pays. Est-ce qu'il y a des questions que nous, on ne traite pas? Il y a par exemple un sujet qu'on a de plus en plus envie d'amener, c'est la valorisation de la recherche sur le fait associatif. Il y a pas mal de chercheurs, enfin non, il n'y a pas mal de chercheurs, il y a quelques chercheurs qui travaillent vraiment sur le fait associatif, qui publient, qui écrivent des ouvrages, etc. Souvent, ça reste dans le milieu des chercheurs. Hein. Moi, je suis enseignant-chercheur, j'ai le droit de le dire. Généralement, la valorisation de la recherche n'est pas le point fort des chercheurs. Et donc, la question qui se pose, c'est comment est-ce que en fait, cette recherche, on pourrait en faire une médiation avec les associations qui vivent au quotidien ces problématiques, et donc traiter plus de valorisation de la recherche. En fait, on a plein d'idées. On aimerait regarder comment est-ce que ça se passe, par exemple, les questions des libertés associatives dans d'autres pays européens. Est-ce qu'ils rencontrent les mêmes problématiques qu'en France? Comment est-ce que ça se passe? C'est quoi les enjeux législatifs qui se posent? Et donc pour ça, il faut qu'on arrive à travailler pour se structurer, pour rencontrer des gens. C'est aussi un appel à nous envoyer des mails si vous avez des centres d'intérêt. Enfin voilà, je ne sais pas si tu veux réagir, Yael. Je veux dire, on a plein d'idées, mais on n'a pas de sous. Très bonne transition. Comme souvent dans le monde associatif. Et d'ailleurs, c'était un peu paradoxal, et ce qui m'avait mis un peu mal à l'aise au début quand on a très enthousiaste, on a dit à Ludo, mais oui, vas-y, viens, il faut qu'on soit 3. Et après, on a fait le budget. Et on a fait, en fait, on n'a pas plus de sous. Mais justement, très bonne transition. Très bonne transition, parce qu'effectivement, la production d'un podcast comme le nôtre, en fait, il y en a beaucoup qui le font, on va dire, bénévolement, gratuitement. Il y a plein de podcasts que vous pouvez écouter sur les plateformes qui sont complètement faits avec les moyens du bord. Il n'y a pas de budget. Nous, on a eu déjà la chance que la Maïf nous soutienne depuis 3 ans maintenant. Et en fait, ça nous a permis vraiment d'avoir un budget pour monter le podcast. On a eu également la métropole de Lyon qui nous a suivis pendant une année. Alors, on n'est pas du tout basé à Lyon, ce qui est peut-être aussi un message pour les territoires, les collectivités territoriales. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas inscrit avec un numéro SIRET dans votre région, dans votre zone géographique, que ce qu'on produit avec ce podcast ne peut pas avoir un intérêt pour les structures de votre zone géographique. Et donc, il se trouve que la métropole de Lyon nous a soutenus. C'était hyper cool de leur part sur la saison numéro 2. Et en fait, ça veut dire qu'on arrive à réunir un budget. Alors, en fait, en moyenne, un épisode, ça nous coûte à peu près 2 000 €, parce qu'il y a la question de la production audiovisuelle qui est donc gérée par Guillaume. Il y a la question des défraiements des personnes qui doivent venir sur les lieux de tournage. Alors avant, c'était les personnes qui venaient à Paris, puis maintenant, ça va peut-être être nous qui allons aller ailleurs. Et puis aussi, en fait, on essaye de rémunérer tout ce qui est l'éditorial, un petit peu l'animation. Yael et moi, on était payés ces 2 premières saisons sur le podcast. La question maintenant, c'est comment est-ce qu'on intègre Ludo là-dedans, donc comment est-ce qu'aussi on repense notre modèle. Et généralement, on est toujours un peu court pour finir les saisons. En tout cas, on n'arrive pas à financer exactement comme on voudrait. Alors, on a la chance d'avoir l'asso dont je fais partie, Designer Éthique, qui gère les budgets du podcast. Et donc, en fait, ça s'équilibre et on y arrive et ça fonctionne très bien. Mais voilà, si jamais vous avez les moyens de soutenir un podcast comme le nôtre, parce que vous travaillez dans une structure qui pourrait contribuer à la production des épisodes, que ce soit une collectivité territoriale, que ce soit une entreprise qui travaille pour le secteur des associations, et que ça peut intéresser de faire connaître ses services pour les associations, n'hésitez pas à nous contacter, parce que c'est vraiment un besoin. Nous, on cherche vraiment chaque année comment est-ce qu'on va pouvoir assurer le financement intégral de la saison, et comment est-ce qu'on pourrait réussir à financer les nouveaux projets qu'on a dans la tête. Est-ce que ça suscite des réactions chez l'un ou l'autre d'entre vous? Il a raison. Ouais, enfin, et c'est aussi pour dire que c'est pas juste des lubies de on veut grossir, c'est qu'il y a
Bah là, par exemple, le simple fait d'avoir notamment des contraintes techniques de il y a des collectifs qui peuvent pas se déplacer jusqu'à Paris, etc. Bon, bah, comment on fait pour que ça fonctionne? Mais il a fallu investir dans du matos. Donc, il y a eu 600 balles de matos, là, tac, pour pouvoir commencer à faire ça. L'aspect international, c'est pas juste pour le kiff de se dire, tiens, on va faire de l'international aussi. C'est un truc que vous avez dès le début dans les podcasts où il y avait dès le début l'interrogation, à la fois vous rappeliez les règles et à la fois vous les interrogiez. Et notamment aussi, vous êtes assez bien tombé, je trouve, avec Mathieu de Finacop qui a ce truc-là de voilà ce que c'est et à la fois voilà en quoi c'est problématique, voilà en quoi c'est pas forcément dans l'idée non plus de ce que devrait être la loi au début, etc. Donc une prise de recul sur à chaque fois les dispositifs et tout ça. Et par exemple, les épisodes sur l'autogestion nous permettent aussi, par exemple, de prendre ce recul, mais finalement voir à l'étranger aussi, de voir tiens, qu'est-ce qu'on considère comme normal dans le milieu associatif, mais qui est en fait déterminé par les dispositifs spécifiques à la France, à la loi, aux habitudes, etc., et qui n'ont pas du tout cours dans les pays à côté, et qui peuvent venir du coup réinterroger nos pratiques à nous. Alors, on fera pas changer la loi nous, mais en tout cas venir voir comment sur des trucs, tiens en fait il y a des gens qui s'organisent complètement autrement sur tel type de truc, qui voient le collectif, qui vivent le collectif autrement, l'organisation du collectif et tout ça, ou pas, et on voit qu'il y a peut-être d'autres constantes au-delà. Voilà, donc il y a un vrai intérêt, je pense, de trucs à apprendre et à faire connaître là-dessus, et que c'est pas juste pour le kiff. Donc bon ben voilà, ça engage des moyens. Dès qu'on parle de trucs à l'étranger, c'est qu'est-ce qui se passe si c'est pas des francophones? Il y a de la traduction, comment... Voilà, bon, il y a des tas de coûts supplémentaires. Voilà, donc il faut trouver effectivement des ronds pour les mettre en œuvre. Et ben, en tout cas, voilà, le message est passé. Si jamais vous avez une structure que ça peut intéresser les sujets qu'on aborde, que ce soit pour venir parler de thématiques ou pour nous aider à financer le podcast, et n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse mail qu'on mettra en description et puis qu'on vous redit hello@question au pluriel-asso.com. On a fait le tour ? Allez, c'est parti pour le premier épisode alors. C'est parti pour le premier épisode. Donc comme d'habitude, merci de nous avoir écoutés sur cet épisode spécial de Questions d'Asso, le podcast par et pour les assos. On espère que l'épisode, alors je ne sais pas si vous aurez été utile, mais en tout cas vous aurez appris ce qu'il y a derrière le podcast. Voilà, si vous avez des moyens de nous aider, de nous financer, n'hésitez pas à nous écrire, comme on le disait à l'instant, sur notre adresse mail. Juste pour nous dire bonjour, ça fait toujours plaisir. Voilà, les bonjours aussi, on aime bien les messages de manière générale par mail. Donc hello@question-asso.com que vous trouverez dans la description de l'épisode. Et puis vous pouvez aussi nous écouter comme d'habitude sur votre plateforme de podcast préférée, sur SoundCloud, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Music, sur Peertube. Et vous pouvez également vous abonner à notre newsletter pour ne manquer aucun épisode. Vous retrouverez toutes les infos, les liens, les ressources qu'on a évoquées durant cette discussion sur notre site web. Et aujourd'hui, cet épisode était réalisé avec le soutien de la Maïf. Et c'est Guillaume Desjardins de Synchrone TV qui était à la réalisation. Et la jolie musique que vous allez maintenant entendre est l'œuvre de Sons of Nowhere. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous, alors même pas le mois prochain, là ça va venir très vite, dans quelques semaines, pour un nouvel épisode de Questions d'Asso. Questions d'Asso, le podcast par et pour les assos.